Les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, la nouvelle mairesse de Montréal, élue, là, pas encore assermentée, mais élue, a rencontré les partis à la STM. Mais là, bon, on a au moins accepté de reprendre la médiation aujourd'hui. Oui, il y aura une séance de médiation, effectivement, aujourd'hui, entre la STM et les deux syndicats. Et Soraya Martinez-Ferrada, donc la nouvelle mairesse désignée, réclame un règlement du conflit là, d'ici les 10 prochains jours. Ça nous amène à l'échéance, donc, du 15 novembre, là où il y aurait eu une autre paralysie complète, là, en raison de la grève des chauffeurs d'autobus et des opérateurs de métro. Alors, la mairesse désignée demande à la partie patronale et aux syndicats de faire preuve de bonne foi et d'efficacité dans leurs négociations et juge inconcevable que cette grève-là, qui perturbe de façon importante les services de transport, s'étire jusqu'à la fin du mois. Dans la journée Tu sais que si ça se règle aujourd'hui, là, je veux dire, il y a des gens qui vont lui demander d'aller s'installer à l'oratoire, puis les gens vont faire la file pour des guérisons. Oui. Touche-moi! Mais est-ce que ça peut réellement se régler aujourd'hui? Ben non, c'est parce que ça fait des... Écoute, ils sont à 100 quelques séances de négociation. Les partis sont très, très loin. La STM est une organisation qui est quasiment à faillite technique. Là, si c'était pas des gouvernements qui étaient derrière, t'as des employés qui demandent des augmentations de salaire considérables. Je veux dire... Mais en attendant un miracle, Mario... ça serait qu'en une journée. Mais il y a une autre avenue peut-être aussi plus probable. Tu sais que Jean Boulet a dans son arsenal la possibilité de devancer l'application de la loi 14 pour mettre fin à la grève en cours. Ouais. Ça, c'est peut-être une avenue qui sera envisagée, là, si on voit que ça bouge pas. C'est juste qu'Alexandre, moi, là, présentement, j'imaginerais un Jean Boulet, là, à l'Assemblée nationale, là, sous haute pression, là, acculé au pied du mur comme ministre du Travail en pareille circonstance par les partis d'opposition. C'est pas tout à fait ça Par qui le arrive. député de Bourget, par exemple, le chef du Parti québécois qui est dans l'Est de Montréal, ces gens sont touchés par Québec solidaire, des défenseurs du transport en commun. Oui. Mais on dit, par les libéraux qui sont... En fait, les trois autres partis auraient des raisons de dire, nous, on est là à Montréal. Les libéraux, toute la partie ouest de Montréal, c'est tout représenté par des libéraux. Mais c'est comme si on est plus préoccupé de pas déplaire à des alliés syndicaux ou à des chefs syndicaux que de défendre le public. Ah bon? Parce que dans le fond, le ministre Boulay, là, il est assailli de questions par les journalistes. Mais en chambre, là, c'est comme zéro pression. Là. Zéro. Le seul, étonnamment, qui n'a pas de député et qui en a encore moins d'espoir dans la région de Montréal, le seul qui a pris position, c'est Éric Duhaime. Oui, qui veut faire du service de transport en commun un service essentiel. Mais c'est le seul. Oui. Il était clair là-dessus. Voilà. Parallèlement à tout ça, Mario, je te mentionne parce qu'on parle beaucoup des impacts de cette grève-là sur les entreprises, sur les travailleurs, sur les gens à faible revenu aussi. Ben là, c'est au tour des automobilistes d'y goûter. On a des chiffres dans le journal ce matin. Juste pour la journée de mardi, 2357 voitures de plus qui ont circulé sur les ponts de Montréal comparativement aux 2 semaines précédentes. Alors, il y a des gens qui se sont dit, il n'y a pas moyen de circuler, on va reprendre notre voiture. Mais ça vient alourdir un réseau qui est déjà saturé, là. Des bouchons à des endroits où ça n'a pas rapport. Là. 18h30 le soir, Rive-Sud vers Montréal, c'est bouché sur le pont Jacques-Cartier. Plus de place pour se stationner non plus. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se finir parce que Mme Martinez-Ferrada, bon, oui, elle a souhaité de la médiation, puis elle l'obtient aujourd'hui, mais elle a quand même mis une date assez lointaine. Elle dit qu'il faut que ça se règle avant le 15 novembre. Oui. Qui est une fin de semaine. Donc, ça veut dire que s'il fallait agir, là, on serait dans la deuxième moitié de novembre. Donc, on aurait déjà la moitié du mois de perturbation de passé. Point sur le bras de fer avec les médecins. Beaucoup de choses, là, ça évolue quand même assez rapidement. Voici ce que vous devez savoir là-dessus. D'abord, la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui va déposer une requête aujourd'hui pour faire suspendre la loi 2. Il y a un débat qui est prévu devant la Cour supérieure d'ailleurs. Et il y a aussi Santé Québec, qui a refusé de prendre position sur la loi 2, mais Le Devoir a mis la main sur un bulletin interne dans lequel Mme Biron brise le silence en disant que le rôle de l'organisation, c'est d'assurer l'application de la loi et pas de donner son avis. Et elle lance aussi un appel au calme. Dans la presse, on a certains chiffres également en lien avec ça. Notamment là, que Santé Québec a reçu là, plusieurs dizaines là, de demandes de départ, si tu veux, là, de désaffiliation. Et elle reconnaît aussi que le climat de travail est altéré
depuis l'approbation sous Bayon là, de cette loi 2, toujours dans la presse. Longue entrevue avec Lucien Bouchard, qui est le négociateur là, des médecins spécialistes. Essentiellement, lui, ce qu'il dit, c'est que Québec et les médecins spécialistes ont passé très près de s'entendre, pas à une, mais bien à 2 reprises, et que c'est Christian Dubé qui a fait capoter la négociation. Il demande maintenant l'intervention du premier ministre Legault. Mais là-dessus, les médecins ont largement gagné leur bataille là, auprès du caucus de la CAQ, parce que dans le caucus de la CAQ, il y a maintenant des gens qui veulent la tête de Christian Dubé. Il y a des députés. Bon, est-ce que c'est parce qu'il les a conduits dans ce conflit-là avec les médecins? Est-ce que c'est ce fameux caucus où il s'est pas présenté? Les députés ont l'impression qu'ils sont pas capables... Une des choses dont les députés de la CAQ se plaignent, c'est qu'ils sont pas capables d'expliquer la réforme, l'impact, même à leurs citoyens. Ils sont pas capables de l'expliquer aux médecins qui sont dans leur comté et qui leur mettent de la pression. Mais ils sont pas capables non plus de l'expliquer en détail aux simples citoyens pourquoi les services de santé vont s'améliorer, pourquoi ça va être mieux. Alors, la guerre avec les médecins s'est transportée à l'intérieur du caucus de la CAQ. On va parler plus tard dans l'émission à la ministre France-Hélène Duranceau, mais donc elle a déposé hier son projet de loi qu'on appelle le grand ménage de la fonction publique. Et je vous rappelle ce qu'il contient. Peux-tu le redéfinir? Ben oui. Petit ménage de la fonction publique. Ben voilà. Je peux dire mauvais, là. C'est bon, mais petit ménage. Ben, tu pourras lui soumettre ton idée, d'ailleurs, ben oui. tantôt. Il sera sûrement à l'écoute. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il contient? Il y a une quarantaine d'entités et d'organismes qui seront touchés. Essentiellement, Emma Québec, qui va intégrer Transplant Québec. Retraite Québec va absorber le Conseil de la gestion de l'assurance parentale et le régime québécois de l'assurance parentale. Alors, ce projet de loi-là vise à réduire la bureaucratie, augmenter l'efficacité de l'État aussi, renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Et Québec estime que ces mesures-là vont permettre d'économiser 35 millions de dollars par année et d'éliminer 220 postes. 35 millions. Ben, non. Des scènes qu'on fait des pièces, Mario. Oui. Il n'y a pas de petite économie. Non, mais je veux dire, à l'échelle des dépenses du gouvernement, on se comprend. C'est sûr que c'est ce qu'on appelle un 35 millions récurrent. C'est qu'une fois que tu économises cet argent-là, à toutes les années, tu as 35 millions de moins. Puis c'est sûr que c'est des salaires qui auraient augmenté. Avec la deuxième année, peut-être que tu économises 36, puis 37, puis 38. Mais ça reste à l'échelle du déficit du Québec, puis à l'échelle de toute la bureaucratie. C'est pour ça que je te dis, c'est pas un mauvais ménage, c'est pas dans la bonne direction. L'expression « grand ménage », c'est sûr que c'est à moi que tu donnes le plumeau. Tu me donnes le plumeau à moi. On va prendre un aspirateur. Ouais. Mets du monsieur net avec. Oui, c'est ça. L'ancien PDG de la SAC, Denis Marcelet, qui était rendu, à l'étonnement de certains, l'Office de protection du consommateur, ben, il ne le lit plus. Parce qu'il y a beaucoup cette notion, puis c'est décrié par plusieurs, de dire, exemple, on démet de ses fonctions un haut fonctionnaire dans une fonction A. Ben tiens, comme par magie, on le retrouve quelques semaines, quelques jours plus tard dans une fonction B. T'as jamais joué à ronde au petit jeu des marmottes avec le marteau? Qui ressortent par un trou, là, tu tapes dessus, puis moi, je sors à l'autre trou. C'est une très bonne image, Mario. Alors, l'ex-PDG de la SAC... Je suis brisé. On vient de perdre Isabelle. Denis Marcelet, qui était viré de la SAAQ au printemps 2023 après toutes les ratés dans le déploiement de la plateforme SACLIC, témoin clé de la commission Galland aussi, on s'en souviendra. Ben lui, la marmotte était ressortie du trou. Office de protection du consommateur. C'est ça, depuis le 29 février 2024. Alors là, ben, c'est ça qui arrive. Il demeure quand même à l'emploi du gouvernement. Parce que ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est qu'au jeu de la marmotte, là, au gouvernement, quand tu penses tes as toutes, il faut aller voir en arrière de la machine. Exact. La tête est ressortie parce que c'est comme une forme de sécurité d'emploi. J'en ai connu, là, tu deviens administrateur d'État. Ah! C'est une belle fonction, ça. C'est-à-dire que c'est un titre de haut fonctionnaire, avec la paye, les avantages et tout ça. T'as juste pas d'affectation. Alors, dans son cas, il va réintégrer le ministère du Conseil exécutif jusqu'à son retour du congé de maladie. Parce qu'on pourrait convaitre Pierre Carl de nous mettre J'aimerais beaucoup. Administrateur de TVA. Oui, ça serait fantastique. Fait que nous, on n'a plus de job, on travaille plus, on se lève plus à 4 heures le matin, mais on en paye quand même. Pour aller faire du ski tous les matins. Moi, je trouve que t'as des bonnes idées. Après moi, TVA, ça va être plus dur à passer à Pierre Carl qu'au gouvernement, ça. Et là, mais c'est pas, on rit, mais c'est pas drôle. C'est vraiment ça. Là. J'invente rien, David. Le titre d'administrateur d'État, c'est comme t'es un haut fonctionnaire, mais sans affectation. Pour le moment, le sous-entendu est toujours que on te garde en réserve de la République puis qu'on te trouvera une tâche importante éventuellement. Mais des fois, ça reste de même jusqu'à la retraite. Puis des fois, on va leur trouver des tâches, là.
mettons, il y a un congrès international qui s'organise, Tu peux auquel placer le les livres Québec... en Ben là, on dans ta va te mettre une espèce de rôle d'émissaire, là, peut-être toutes sortes de petites des crayons. tablettes. Non, mais des petites tablettes là, que... Des fois, tu vas avoir un titre avec bien des mots. Pis tout émissaire, ça serait beau, ça aussi, pour nous, émissaire. Personne ne sait trop ce que tu fais. Mais aux mêmes conditions, là, aux mêmes conditions de salariales et autres. Ben, c'est tentant d'y aller. Bon, gouvernement fédéral, est-ce que d'autres conservateurs pourront changer de camp après Chris d'Entremont qui a changé de bord cette semaine? Écoute, dans la même journée, hein? Ah oui, mais accueilli comme un champion au caucus Chris. Plus, il y avait des pancartes, les accolades. Après ça, il s'en va s'asseoir en chambre du côté des libéraux. Oui, t'as entièrement raison. Puis là, il y a des noms qui circulent, là. Notamment notre collègue Marc-André Leclerc a avancé, le député conservateur d'Edmonton, Riverbrand, Matt Générou. Lui, son bureau de comté a confirmé hier qu'il restait conservateur. Ouais. La rumeur courait depuis 24 heures, là. Ouais. Et là, ça va être intéressant de voir parce que là, il manque 2 transfuges à Mark Carney pour avoir cette majorité-là. Parallèlement à tout ça, il y aura des travaux aujourd'hui en Chambre. On va voter une première fois. Il y aura une série de votes là, sur des amendements, sans rentrer trop dans les détails techniques, là, mais un premier vote sur l'amendement du Bloc québécois. Ouais. Alors ça sera le premier. Mais le rêve des libéraux, le vote sur le budget, là, le vrai vote final sur le budget, il est le 18 novembre. Fait que le rêve des libéraux, c'est le 17 novembre au soir de se coucher majoritaire. Voilà. Donc pour ça, il faut débaucher 2 autres députés, parce que là, il y en a un. Ceci dit, les conservateurs étaient vraiment très nerveux avec ça, puis on s'entend que les 2 chefs jouent gros. Là. M. Carney, lui, il joue. S'il réussit ce pari-là, il est majoritaire, il a la paix pour 4 ans, tu comprends, c'est gros. Mais Pierre Poilievre, s'il perd 3-4 joueurs, peut-être que son chien est mort. Là. Oui, parce qu'il y a son leadership. Il ne pourra pas le faire cloner, contrairement à Tom Brady. Là. Puis lui, il a son leadership en janvier. Là, à l'hiver, c'est ça. Oui. Fait que si tu perds 3-4 députés, t'en perds un. Tu sais, comme on dit dans un groupe, il y en a toujours un qui fait des bêtises. Tu sais, un, c'est l'exception, c'est juste un. Il y a 3. Ouais, c'est ça. La minute il y en a 3-4, ça veut dire que le chef tient plus son caucus, les gens sont découragés, ils fuient, puis tout ça. Et ça serait épouvantable pour M. Poilievre. Donc, M. Poilievre doit prendre des mesures. Pour prendre un langage politique, prendre des mesures pour que ça arrive plus. Et la mesure, dans ce cas-ci, est la suivante. On se dit, il faut que ce que vit, sur le plan personnel, Chris d'Entremont, ça donne pas le goût aux autres. Il reçoit des petits messages? Mon grand-père, tu sais, autrefois... Mon grand-père disait... Non, avant les moissonneuses... avant les moissonneuses batteuses, là, tu sais, avant les moissonneuses batteuses, tu faisais sécher le grain dans le champ. Il fallait que le grain sèche au soleil dans le champ, puis les oiseaux venaient manger le grain. La graine séchée. Fait qu'à l'époque, les vieux, ils tuaient un oiseau. Dans l'ancien temps, ils tuaient un oiseau, puis ils le mettaient dans le milieu du champ parce qu'ils disaient l'odeur d'un oiseau mort, ça fait réfléchir les autres. C'est l'ancêtre d'un épouvantail? Oui, un peu. Mais c'est un petit peu ça. Il faut que Chris d'Entremont, ce qu'il vit, là, dans son comté, ils l'ont traité de traître, ses réseaux sociaux. C'est une job de bras. Remarque, probablement qu'une bonne partie des électeurs vont trouver justifié. Je suis convaincu qu'il y a un paquet d'électeurs dans son comté qui se sentent là, trahis puis qui voient ça comme un vire-capot. Bon, il fait une job pour que les autres députés conservateurs qui seraient à quelques jours de changer de bord se disent j'ai-tu vraiment le goût de passer? J'ai-tu vraiment le goût de traverser ça puis d'avoir le parti qui fait des campagnes de publicité contre moi dans mon comté puis des campagnes de ses réseaux sociaux comme quoi je suis un traître. Fait que c'est un petit peu la partie qui joue à l'heure actuelle. Manipulation, menace, mais... Puis hier, regarde, on a fini l'émission là-dessus, on a ouvert les lignes. Isabelle, tous voyez les messages à l'écrit, on a eu 3 qui nous ont téléphoné. Combien approuvaient les vire-capots, les transfuges? Hein? Moins 4 personnes. Hein? Presque personne. Donc, dans l'opinion publique, ça passe déjà assez mal. Bon, tu nous parles du gala de la disque, parce qu'il y a comme plusieurs galas de la disque, mais hier, c'était le premier. C'est ça. Il y avait le gala de l'industrie, puis il y avait le premier gala de la disque. Donc, il y avait 2 galas. Il y a quand même beaucoup de prix, je voyais la liste. Là. Oh oui, c'est incroyable, parce que l'industrie, c'est tout ce qui est, la réalisation, tout ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, mais qui fait partie, qui contribue aux produits culturels. Puis après ça, le premier gala de la disque, c'est pour désengorger le gala du dimanche. Et celle qui s'est démarquée et puis qui pourrait aussi rafler plusieurs statuettes dimanche, puis on n'est pas surpris de ça, c'est l'année Lou Adrienne Cassidy. Tu te croyais au cinéma devant la caméra et moi la scène des... Ça
faisait longtemps que j'avais pas entendu parler d'un album comme ça, Le Journal d'un loup-garou. Elle a gagné 2 Félix pour album pop de l'année, choix de la critique aussi, mais après ça, son équipe a gagné meilleure réalisation, meilleure pochette, meilleure prise de son, meilleur mixage de l'année. Et on continue ainsi. Sonorisation, mise en scène, scénographie. OK. C'est fou. Elle a gagné 8 Félix pour les 2 galas. C'est celle qui domine tout le monde, même s'il y en a qui se sont démarqués. Matt Lang a gagné album anglo, spectacle anglo. Il y en a là, qui ont tiré leur épingle du jeu, mais je dirais qu'elle a tout raflé. C'est l'étoile du match. Et il y a des nominations pour elle également dans le gala de dimanche. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle reparte avec toutes ses statuettes. C'est unanime. J'ai entendu personne critiquer son album. Tout le monde l'aime, l'encens, peu importe les catégories d'âge. C'est pas juste les jeunes. Je veux dire, c'est tout le monde qui aime Lou Adrienne Cassidy, cette nouvelle génération d'auteurs, compositeurs, interprètes. Mais je trouve que c'est mérité. C'est original ce qu'elle nous propose. Ben voilà, on va surveiller ça. Donc, c'est dimanche, le gala. Avec Pierre-Yves Desmarais, qui était en première médiatique hier. Il y a toute une semaine. C'est toute une grosse semaine pour lui. Hey. Dans le tout petit. Alexander Ovechkin de Charles-Antoine qui a franchi un autre seuil symbolique. Ouais, ben c'est gros, puis en même temps, c'est normal. Il est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer 900 buts, mais il était déjà le meilleur buteur de l'histoire. Donc, c'est un seuil qui n'avait jamais été atteint, évidemment. Mais là, quand le prochain seuil là, qui casserait l'imaginaire, c'est 1000, mais là, on l'imagine plus. Là. Pour plusieurs, c'est sa dernière saison. Ouais. C'est pas confirmé, c'est pas officiel, mais c'est officieux. Ça va arrêter aux alentours de 920, mettons. Ouais, moi, je pense que c'est raisonnable de le penser. Il a 40 ans. Il était bloqué à 899 depuis 4 matchs. Il a toujours fait attention à sa santé, pas d'alcool. Oui. Non, mais il mange bien. D'ailleurs, cette semaine, quelqu'un mentionnait là, que pendant presque toute sa carrière, là, dans ses demandes à l'équipe, lorsqu'il revenait dans l'avion, par exemple, quand on était sur la route, il y avait toujours deux petites bières qui l'attendaient. Il n'y a rien de mal là, mais c'est pas une ligue de garage, là, mais lui, il a toujours 2 bières devant son siège dans l'avion. D'ailleurs, hier, première chose, quand il est revenu dans le vestiaire, on lui a tendu une Stella Artois. On y en a versé une sur la tête. Mais c'est Ovechkin. Ça fait 2. Ouais. Exact. Le compte est bon. Mais soyons honnêtes, il a ralenti. Pour les raisons que tu mentionnes, là, il est large. On fait des farces, mais tu te dis, il y a quand même des humains qui sont des espèces de machines, là, tu sais. Il a pas fait, tu sais, il a pris de la bière toute sa vie, de la boisson, tu sais, puis il a 40 ans. Jamais blessé. Jamais blessé. Tu sais, je dis, il est fait en acier, là, de l'estomac, de l'estomac à l'ossature. Ben, les parois ont été bien huilées à la vodka dans sa jeunesse. Et Jordan Bennington, le gardien qui s'est fait marquer, le 900e but, a volé la rondelle. Il a caché la rondelle dans ses culottes. Probablement voulait le revendre, là, je sais pas. C'est pas chic, ça? Ben non, c'est pas chic. L'officiel est allé le voir, on le sait que c'est toi qui l'as. Là, il s'est fait prendre comme un petit gars. J'ai pas vu les images. Il s'est fait prendre comme un petit gars. Il dit, OK, là, tu le vois qui est. Il a sorti ses culottes. Il a sorti ses Mais bon, en tout cas, Jordan Bennington, c'est quand même tout un personnage, là. Et de l'autre côté du spectre, parce que Ovechkin a fait 900 à 40 ans, hier, Macklin Celebrini, celui qui a été choisi premier au total il y a 2 ans, qu'on comparait beaucoup à Sidney Crosby, est devenu, à 19 ans, le meilleur pointeur de la Ligue. Il connaît un début de saison hallucinant. Cette année, présentement, il est premier de la Ligue. Le meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey à 19 ans. Ça veut pas dire que ça va tenir jusqu'au 82e match, mais... Exact. Il joue pour les Sharks de San Jose. Là, on s'entend, l'équipe est encore un peu moins dans les bas-fonds, mais encore là, dans la dernière portion du classement. Mais il a 3 points hier. Le plus rapide adolescent, parce qu'il a 19 ans, là, techniquement, 19 ans, 19, t'es adolescent. Le plus rapide depuis Sidney Crosby à se rendre à 20 points. C'est tout un début de campagne pour lui. Devance McKinnon, McDavid, Suzuki. Est-ce qu'il pourrait se retrouver sur l'équipe canadienne aux Olympiques? D'habitude, les joueurs de 19-20 ans, on les exclut ou on les oublie vite, là, mais lui, est-tu un incontournable? Ben, peut-être pas un incontournable, mais c'est de savoir si on veut préparer l'avenir, parce qu'il est très responsable aussi, un peu comme Sidney Crosby. C'est un joueur qui est mature. Il a l'air d'un enfant. Là. Il a pas un poil au menton. Il a l'air d'un petit garçon, mais il joue du gros hockey. Donc oui, c'est clair que la question se pose. Et je termine parce qu'on est dans les meilleurs de toutes. Là. Ce soir, duel entre les 2 meilleurs buteurs de la Ligue. Canadien Devils, Caulfield, Jack Hughes. 10 buts, les deux, ça risque d'être très bon. Merci Charles-Antoine.